Qu'est-ce que tu as découvert dans ce livre qui a permis que tu puisses être en France? Je suis sûre que c'est possible. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a eu des doutes. En fait, quand on est quelque part, on nous donne une éducation, on nous met dans un certain cadre. Et moi, le cadre dans lequel j'ai évolué quand j'étais petite, c'est un cadre dans lequel la fille, quand tu es une fille, d'abord, tu dois rester discrète. On a tendance à nous enlever cette envie de rêver. Pour une femme qui rentre en mariage et qui manque de confiance en elle, c'est quoi le danger? Déjà sur l'aspect recherche, la volonté de l'autre, c'est de te faire plier. Le fait de se connaître permet de définir ses limites. Ouais. Pour toi, c'est quoi les indispensables dans un mariage qui fonctionne? Ce qui est indispensable dans un mariage, c'est de savoir. Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io. Si tu avais été un homme, quelle est la première chose que tu aurais souhaité faire? Quelle question, Valère! Un homme? Je ne suis pas un homme. Oui, mais si tu avais été un homme, quelle est la première chose que tu aurais souhaité faire? Alors là, tu me poses une colle. C'est de me rappeler de ma mère. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Quand tu es en étant femme, tu peux aussi te rappeler de ta mère? Oui, mais quand je suis un homme, oui. En règle générale, je suis un homme. Un jour, je vais être en couple avec une femme. Et donc, le fait de me rappeler de ma mère va me permettre de réguler mon positionnement avec la femme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vais la respecter et je vais prêter attention en me disant que, eh bien, j'aimerais pas que ma maman ou mes sœurs aient vécu telle chose que je pourrais faire vivre à cette femme. Tu penses que les hommes ne se rappellent pas assez? Je pense qu'ils s'en rappellent, mais il y a un dicton africain qui dit que un cheval qui sait aller vite peut toujours s'améliorer, on peut toujours lui donner plus de vitesse en lui rappelant en l'aidant à aller plus vite. Donc pour toi, on doit nous rappeler qu'il faut qu'on se rappelle de notre mère? Non. L'être humain, en général, a besoin de se rappeler. Et en quoi, quelle serait la différence? Donc pour toi, quand on est un homme, on a besoin qu'on nous le rappelle davantage, quoi. On a besoin de le rappeler tout court. On n'a pas besoin de le rappeler aux hommes. J'ai pas envie de réveiller les égos. Non, vas-y, hein. Vas-y, on n'a pas de problème. On accepte, le cœur reste ouvert. Non, alors... Non, c'est pas on ne les vise pas forcément, on ne vise pas forcément à l'homme. Mais l'être humain en général a besoin de grandir, besoin de se rappeler de ce qui est important. Et donc un homme a besoin de se rappeler quelle place il occupe auprès d'une femme et comment est-ce que... ça, c'est Dieu qui donne à l'homme sa grandeur face à une famille, c'est Dieu qui donne à l'homme sa grandeur et le fait de pouvoir guider sa femme, parce que c'est ce qu'on nous dit aussi en Afrique, dans la culture africaine. Et donc, se rappeler de sa maman permet de se rappeler qu'on a cette grandeur-là et que ce qu'on fait peut avoir des impacts sur cette femme avec laquelle on peut vivre et même sur les enfants qui risquent de venir derrière. D'accord, ok. Le premier mari d'une femme, c'est son travail, tu réponds quoi? Je réponds que c'est vrai. C'est bien. Ça peut être bien, oui. Ça peut être bien. Ça veut dire que tu as ta fille aujourd'hui, tu lui dirais que son premier mari, c'est son travail. Je peux lui dire ça. Pourquoi? Je peux lui dire ça parce que le fait d'avoir son travail, de pouvoir s'en sortir, va lui permettre déjà de se construire en tant que fille, en tant que femme. Et ça va lui permettre aussi d'avoir la possibilité de choisir et de dire oui ou non à telle ou telle autre chose. Et nous, maman, avant, elle ne pouvait pas s'en sortir. Elle s'en sortait très bien en tant que femme, pourtant elle n'avait pas de travail. Avant, peut-être, oui, mais ce n'était pas la même société. Le monde n'évoluait pas de la même façon. Avant, le rôle de l'homme et de la femme était établi dans des sociétés dans lesquelles on arrivait à fonctionner ensemble, chacun dans son rôle. La femme était à la maison, l'homme au travail, les choses étaient bien partagées. Et puis ça permettait d'avoir cet équilibre
Et quand il y avait un problème, les choses se construisaient et on s'en occupait avec toute la famille autour, même les voisins venaient participer aux discussions, on s'entraidait. Maintenant, on est dans des sociétés de plus en plus individuelles et individualistes d'ailleurs. Et donc, c'est un peu plus compliqué de s'enfermer à la maison et de laisser le pouvoir à certains hommes. À certains hommes. J'aime bien les guillemets, certains hommes. Voilà, c'est ça. J'ai bien mis les guillemets. Ok, super. Et est-ce que tu penses que le développement personnel, c'est quelque chose qui pourrait permettre aux femmes de mieux se sentir dans leur peau? Le développement personnel, c'est quelque chose qui permet déjà à l'être humain, tout court, de grandir. Les femmes aussi, et les femmes, effectivement, avec le développement personnel, j'en suis l'exemple. Oui. Moi, j'ai grandi avec le développement personnel. Le développement personnel m'a permis de retrouver la confiance de trouver la confiance que je n'avais pas, à me responsabiliser aussi, à savoir quelle est ma part de responsabilité, que ce soit dans mon couple ou dans la vie de tous les jours ou au travail aussi. Et ça m'a permis d'oser, de m'autoriser à avoir à prendre ma place simplement dans la société. Le développement personnel m'a permis aussi le fait de m'autoriser à rêver. Voilà. Ok, amen. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Tu l'auras bien compris, nouvel épisode, nouvel invité, mais surtout, nouveau décor. L'invité qu'on reçoit aujourd'hui n'est nul autre que Kadi Baldé, qui nous vient tout droit du pays dans lequel on consomme le café Touba. Autrement dit, le pays de Sadio Mané, ou du moins, le pays de la Teranga. Tu l'auras bien compris, elle nous vient tout droit du Sénégal. Et la particularité avec Kadi Baldé, c'est qu'elle fait partie de nos auteurs conférencières pour le week-end de l'écrivain, 4e édition, qui aura lieu ce 3 mai. Événement au cours duquel nous parlerons certes d'écriture, mais surtout, l'idée pour nous, c'est d'apporter de l'inspiration au cours de cet événement-là. Ça aura lieu au Salon de l'Aveyron. Bref, on te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Tu vas rencontrer les bonnes personnes qui vont te donner l'inspiration, la motivation, ou du moins les informations dont tu as besoin pour toi aussi devenir une lumière qui éclairera d'autres personnes. C'est ce 3 mai du côté des salons de l'Aveyron. Au-delà de ça, cet épisode est enregistré sur ultimatepod.fr en région parisienne. Donc si jamais tu souhaites bénéficier d'un cadre comme celui-ci pour tes invités, pour montrer que tu respectes tes invités, ben, on te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, on va accueillir notre invité, non sans préciser que ça sera sans complaisance, mais sans condescendance. Tu me connais. Donc merci à Herman Kamga qui est à la régie. Bonjour Kadi. Bonjour Valère. Comment tu vas? Je vais super bien, merci. Et toi? Moi ça va. On est là. On est là. Donc pour ceux qui te découvrent, ta caméra elle est là. Qui es-tu? Je suis une chercheuse du bonheur. Une chercheuse du bonheur parce que j'ai appris à m'autoriser, à me dire que le bonheur peut être pour moi, que le bonheur est possible. Et donc, mais sinon, je suis Kadi Baldé, je suis née au Sénégal, dans le sud du Sénégal, dans la région de Kolda, dans un village qui est devenu une ville qui s'appelle Dabo et que j'adore dans mon cœur. J'ai grandi là-bas et après le bac, je suis venue en France pour mes études et je traversais on va dire, quelques vagues dans la vie personnelle. J'ai pas continué mes études à l'université, j'ai très rapidement allé travailler pour pouvoir subvenir à mes besoins, aux besoins de la famille. Et j'ai fait 10 ans de secrétariat assistanat. Et j'ai fait des milieux différents en termes de domaine d'activité, que ce soit de l'associatif, auprès de directeurs, chefs de projet, jusqu'à un poste avec un directeur d'exploitation où j'étais assistante aussi. Voilà, j'ai évolué dans ce milieu pendant 10 ans et au bout de 10 ans, j'avais 33 ans où
à ce moment-là, j'ai eu un cri du cœur qui m'a fait aller vers un questionnement sur moi, un questionnement sur ma vie et une remise en question qui m'a amené à travailler sur moi. J'ai découvert le développement personnel et j'ai fait une reconversion professionnelle qui aujourd'hui fait que je suis formatrice, consultante et coach professionnel. Ça fait beaucoup de choses. J'aimerais qu'on revienne dans ton enfance. Oui. Plus petite, qu'est-ce que tu souhaitais faire plus grande? Alors, plus petite, je ne savais pas ce que je voulais faire. Oui. Ça, c'est important d'ailleurs. Mais je sais que j'ai eu un rêve. Oui. Un jour, je tenais un livre dans les mains que j'avais pris au club UNESCO parce qu'on n'avait pas de bibliothèque, mais il y avait le club UNESCO qui avait une petite bibliothèque, donc j'ai pris ce livre. Et c'est un livre qui était écrit en France. Et j'avais 12 ans et j'ai dit, un jour, j'aimerais être là où ce livre a été écrit. Aujourd'hui, c'est en face de toi, ici, à Paris. Voilà. D'accord. Et tu penses que qu'est-ce que tu as fait qui a pu te permettre? Qu'est-ce que tu as découvert dans ce livre qui a permis que tu puisses être en France? Alors, rien que le fait de savoir que ça existe, le fait de savoir que les livres existent, on écrit des livres, eh bien, rien que ça m'a donné... j'ai levé la tête et c'est une image qui me revient là, hein. Vraiment, ça s'est passé comme ça. Je tenais le livre, j'étais à côté de la case de ma maman et j'ai levé les yeux au ciel et je me suis dit, je suis sûre que c'est possible. D'accord. Tu dis que tu es sûre que c'est possible. Oui. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a eu des doutes? Eh bien, ah oui. Mais d'où viennent ces doutes? C'est quoi? Tu avais des idées limitantes qui t'ont été mises dans la tête pendant plus petite? Et c'était quoi ces idées? En fait, quand on est quelque part, on nous donne une éducation, on nous met dans un certain cadre. Et moi, le cadre dans lequel j'ai évolué quand j'étais petite, c'est un cadre dans lequel la fille, quand tu es une fille, d'abord, tu dois rester discrète, tu dois te taire quand les adultes parlent. Moi, j'étais une enfant qui avait beaucoup besoin de parler, beaucoup besoin d'aller vers les gens, très joyeuse et tout ça. Et ça a été très vite inhibé. Parce que en tant que fille, on m'a dit qu'il fallait rester discrète et ne pas trop parler. Et le fait qu'on m'ait enlevé la parole, le fait qu'on m'ait amené à toujours me cacher, ça a été quelque chose de pas compréhensible pour moi en tant qu'enfant. Et le fait qu'on nous dise en tant qu'enfant africain aussi, on a tendance à nous enlever cette envie de rêver grand, cette envie de vouloir aller loin. Et c'est ça, en fait. D'accord. Ok. Et donc, aujourd'hui, quand tu analyses ton enfance, quel est l'impact que ça a eu peut-être dans ta vie d'aujourd'hui? Ah, ça a eu... C'est une très belle question que tu me poses là. Parce que pour moi, la première chose qu'on arrive à acquérir dans la vie, c'est l'éducation. Oui. Et l'éducation qu'on m'a donnée m'a forgé, m'a permis d'avoir une identité forte, avec des valeurs fortes, qui me permettent aujourd'hui d'être une femme digne. Et en parallèle aussi, ce qu'on m'a donné dans cette éducation, j'ai oublié ta question. Il disait que dans ton enfance, cette éducation-là, quel est l'impact que ça aura eu dans tes réalisations d'aujourd'hui? Exactement. Donc, ok. Ce que ça a fait, c'est que j'ai été quelqu'un qui a manqué de confiance, quelqu'un qui s'est mis à douter de moi, beaucoup. Et j'ai pensé que les autres connaissaient le chemin et que moi, je pouvais suivre. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai dû traverser du coup toute ma vie en pensant que je devais me mettre dans une boîte, en fait. Je devais suivre ça et me conformer et me conformer à ce qu'on me dit, et aussi faire attention au regard, au jugement et tout ça. Et faire, du coup, organiser ma vie, faire mes choix de vie, que ce soit le mariage, que ce soit les études. Alors, les études encore un peu moins, parce qu'on m'a laissé, en tant que fille, le choix d'aller et rester à l'école. Beaucoup d'autres filles de ma génération n'ont pas eu ça. Oui. Mais ça a impacté ma vie de telle sorte que, en tout cas, sur certains aspects de ma vie, ça a été difficile.
D'accord. Et tu as parlé de plusieurs aspects, tu as parlé des études, tu as parlé du mariage également. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui, dans ton enfance, a été dit ou fait, qui a fait en sorte que dans ta vie professionnelle aujourd'hui, tu ne puisses pas... Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que tu as donné le meilleur de toi d'un point de vue professionnel? D'un point de vue professionnel, aujourd'hui, oui. Une fois que j'ai fait un parcours de transformation. Oui. Okay. Mais avant ça, je subissais ma vie professionnelle. J'étais pourtant compétente. Ouais. Voilà. J'étais compétente, mais je n'osais pas m'affirmer en entreprise. Je n'osais pas m'exprimer et prendre ma place et me faire respecter. D'accord. Et c'est là que le développement personnel a pu t'aider? C'est là que le développement personnel a participé déjà à ce que je puisse réellement avoir confiance en moi assez pour pouvoir me responsabiliser et prendre ma place. D'accord. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'on ajoute dans ton éducation à l'enfance pour que ton mariage puisse réussir? Ce qu'on pourrait m'ajouter, c'est le fait qu'en tant que fille, qu'on me dise que j'ai le droit de choisir et que j'ai le droit de tomber. Et que si je tombe, je peux... C'est-à-dire, quand je dis tomber, on peut faire des erreurs, en fait. Qu'on me dise qu'en tant que fille, j'ai le droit de me tromper et que si je me trompe, c'est pas grave, je peux reprendre les choses. Donc, qu'on me donne confiance, qu'on me laisse m'autoriser et que dans la vie de couple, qu'on me dise que j'ai le droit d'exister et que je peux refuser à l'homme certaines choses si ça c'est pas OK pour moi, si ça me convient pas. Attends, là tu nous envoies une bombe là. Oui. Tu as de me laisser comprendre que Valère. Dans ton éducation, tu as fait comprendre que tout ce que l'homme dit, tu dois valider. Exactement. Est-ce que c'est pas insulter tes parents là? Non, c'est pas insulter mes parents. Mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Oui. Et dans le monde dans lequel ils ont évolué. Oui. Ce monde est différent aujourd'hui. Ce qui est important de savoir, c'est de préparer. On a un enfant, on le prépare à devenir adulte. Et donc, quand on le prépare à devenir adulte, il s'agit de lui donner aussi des outils pour que demain, face à certaines personnes, face à certaines situations, qu'ils arrivent à se battre, en fait, à pouvoir s'en sortir. OK. Et je dis ça parce que justement, tu as écrit un livre qui sortira bientôt. Oui. Bon, je ne donne pas le titre parce qu'on n'a pas encore le titre du livre, on le cherche encore, on cherche le titre qui sera le plus intéressant pour les lecteurs. Et dans ce livre, justement, tu dépeins l'expérience de vie de couple de plusieurs femmes, toi y compris. Oui. Voilà. Et justement, tu utilises pour pseudo Dimel. Dimel, voilà. Exactement. Dimel, je vais te donner la signification de Dimel. Dimel veut dire femme digne. En quelle langue? Peul. En Peul. Okay. Ma langue maternelle. Ok. Et donc justement, l'histoire de Dimel rencontre un monsieur et au début, tout se passe super bien. Donc ça part de la fac et après, il y a beaucoup de je voyage pas, machin, truc. Bref. Et justement, après, au bout d'un moment, tu viens sur une notion de OK, on va se mettre en couple. Il y a la phase de séduction. Mais la phase de séduction, au final, vire au cauchemar. Exact. Je te laisse raconter l'histoire. Alors, Dimel, justement, pourquoi Dimel, femme digne? C'est que Dimel, c'est une femme qui va faire un parcours dans lequel elle va perdre sa dignité. Elle va perdre sa dignité parce qu'elle va être tellement malmenée dans ce couple qu'elle ne va plus se retrouver et elle va avoir la honte. Elle va avoir la honte d'être. La honte d'elle-même. Et donc, c'est le parcours de beaucoup de femmes qui vont vivre des violences conjugales. Et donc finalement, son histoire, c'est qu'elle rencontre effectivement un homme avec lequel elle se sent être dans la lune. Parce qu'elle a 21 ans, elle est très jeune, et en même temps... Elle pense avoir trouvé l'homme de sa vie, l'homme de ses rêves, et elle n'en revient même pas. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de vivre
une vie de rêve comme ça, en fait. Parce qu'elle est... Voilà, il fait tout pour qu'elle voie les étoiles, quoi. Voilà. Donc ça, cette phase de séduction, c'est exactement une phase dans laquelle tout va vite, des moments de joie intenses, des moments où on se met d'accord sur le fait l'envie de construire ensemble une vie de couple, une famille. L'homme l'amène à réellement, dans le livre qui s'appelle Alex, l'amène réellement, mais ça peut être n'importe quelle personne dans ce type de couple, il l'amène à croire à un idéal de vie qui fait que du coup elle se donne à fond, à 200%, elle est prête à y aller en fait. Donc cette phase de séduction, c'est exactement une phase où elle a été un peu harponnée comme un poisson qui est un pêcheur qui harponne un poisson en fait. D'accord. Parce qu'elle s'accroche à quelque chose comme ça de super beau en laquelle elle croit et elle se dit je sais que c'est possible, on va pouvoir construire ça ensemble. Mais ce n'est pas réellement ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un peu un tourbillon quoi, qui va venir tout doucement, progressivement. Ça va pas venir subitement, sinon elle peut s'enfuir, tu vois. Mais ça va être des petits moments au départ, c'était l'homme qui a de l'écoute, l'homme qui est attentionné, l'homme qui est parfait, qui est là que pour elle. Et au bout d'un moment, les tourbillons qui vont arriver, c'est que il va un peu s'éloigner, moins d'attention, un peu de réflexion, et parfois des cris. Tu vois, j'avais pas prévu de dire ce mot, mais oui, des cris qui vont surprendre Dimel. Ça va aussi être des crises, des crises, c'est-à-dire des crises de colère, en fait. Et selon toi, à qui la faute? La faute au conjoint, à Alex, ou la faute à Dimel? La faute aux deux. Oui, la faute aux deux, c'est sûr. Parce que Alex, lui, il a amené un idéal qu'il lui a posé sur la table. Elle a accepté. Il y a bien des choses chez elle qui ont fait qu'elle a accepté. En lien justement avec l'éducation dont on parlait, Dimel, c'est quelqu'un qui est prête à laisser l'homme piloter. C'est mon mari. Donc, je lui laisse me guider parce qu'on est dans notre mariage et que moi je suis une fille, une femme et que c'est ma responsabilité de permettre à mon homme de mener un peu la barque et d'être au volant, quoi, de nous amener. Donc je dois suivre ça, c'est ce qu'on m'a appris dans mon éducation. Oui. C'est ce qu'elle a fait. Et elle manque de confiance en elle, elle manque aussi de l'affirmation, donc elle va se laisser guider et elle va peu dire non. D'accord. Elle ne sait pas dire non. Et pour les femmes qui vont en couple, qui se marient, qui vont en mariage, un peu comme ça a été ton cas, un peu comme ça a été le cas de Dimel dans ton livre. Donc je tiens à préciser quand même quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est que ça se voit qu'il y a eu des recherches de fond qui ont été faites. C'est pas juste des opinions, c'est pas juste des expériences personnelles, mais il y a une recherche de fond, des concepts. Après, tu fais des ponts avec ta vie et la vie d'autres femmes. Oui. Pour une femme qui rentre en mariage et qui manque de confiance en elle, c'est quoi le danger? Alors, déjà sur l'aspect recherche, Valère, mon parcours personnel, effectivement, m'a amené à faire des recherches pour comprendre moi-même, pour m'en sortir. C'est ça qui a fait l'histoire. Et c'est en faisant mon parcours personnel et en faisant face aux défis que je rencontrais tous les jours dans ma vie de couple, et jusqu'à m'en sortir, c'est après tout ça que j'écris ce livre. Voilà. D'accord. Donc, oui, repose-moi. Et donc maintenant, la question est de savoir, pour une femme qui rentre en mariage, sans avoir pris le temps de se construire, avoir confiance en elle-même, c'est quoi les dangers? Le danger, c'est qu'on va faire confiance à l'autre. On va se laisser guider, comme j'ai dit. Dimel a laissé Alex l'embarquer dans quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas. Et le danger, c'est on peut se retrouver dans un couple dans lequel on va vivre des violences, en fait.
D'accord. Dimel, c'était ça son cas. Les violences psychologiques, des violences physiques et autres. Et autres. Je vois, c'est toi très bien. C'est que dont tu veux parler, là, Voilà. c'est autre. Voilà. Mais bon, Kadi est très pudique, voilà pourquoi elle ne met pas le mot dessus. Voilà, exactement. Bon, les violences psychologiques, là, ça ressemble à quoi? Lorsqu'on est dans un couple, ça ressemble à quoi une violence psychologique? Ça se manifeste comment? Alors, il va y avoir beaucoup de choses. Il y a des termes qui sont utilisés, comme le gaslighting. C'est quoi ça? C'est le fait de te faire douter de ta réalité. Oui, mais Tu comment? vois du jaune et je te dis que c'est pas du jaune, Oui, c'est du vert. Mais comment ça se manifeste? C'est ça, justement. Quand tu vois une couleur jaune, tu la vois, tu sais que c'est du jaune. Moi, je vais te dire, si j'ai vraiment un certain profil, je vais te dire, non, c'est pas du jaune et je vais t'amener à croire que c'est du vert. D'accord. Et il va falloir que, par A ou par B, que tu acceptes que c'est du vert. Et si tu n'acceptes pas que c'est du vert, eh bien, tu vas juste finir par abdiquer à un moment, tu vas finir par lâcher et tomber d'accord avec moi parce que tu as juste envie d'avoir la paix. Ah, ok. Ok. Est-ce qu'avant même de se mettre en couple avec quelqu'un, quand on est encore dans la période du flirt, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui permettent de savoir déjà? Il y a les red flags. Comme quoi? Les red flags, ça va être la personne qui est, par exemple, qui est avec... Il y a les incohérences. Les incohérences, quelqu'un qui est hyper attentionné, très... Au final, attends, les femmes, moi, je ne comprends plus. Vous voulez de l'attention, quand vous voulez de l'attention, maintenant, ça devient un red flag. Il faut nous situer là, parce que j'ai du mal. Il faut nous situer un peu. C'est pas l'attention qui est le red flag. C'est la façon dont la personne va être attentionnée et et la façon dont il va se permettre de se comporter avec d'autres personnes. Elle est attentionnée. Là, quand la personne, elle drague, oui. Ben oui, elle est attentionnée. Oui. Elle ne va pas vouloir montrer certaines facettes de sa personnalité. Oui. Par contre, elle ne drague pas la serveuse qui lui sert au restaurant, par exemple. Donc, avec elle, il va se permettre de sortir son vrai... Avec la personne qu'elle drague, elle a un masque. Et elle montre son vrai soi avec la serveuse, par exemple, en lui parlant avec un ton très autoritaire, en lui faisant faire des allers-retours à ne pas finir, et en lui prenant de haut, par exemple. Si tu vois ça et que tu es en face de l'homme qui est hyper attentionné, mielleux avec toi, alors qu'il a cette attitude-là envers l'autre personne, oui. c'est que cette personne est capable un jour de se comporter de la même façon. Et à ce moment-là, moi, je fais quoi à ce moment-là, moi, en tant que femme, je vois ça? Je fais quoi? Tu prêtes attention et tu regardes combien de fois ça va se répéter. Si ça se répète plusieurs fois, soit tu vas discuter, tu vas essayer de voir sa réaction, parce que sa réaction peut être excessive. Il peut, à un moment donné, sortir de ses gonds et ça sera pas possible de discuter. Ça sera pas possible de faire une communication constructive qui va amener à trouver des solutions tous les deux, puisque quand on est en couple, on trouve des solutions. On trouve quand ça va pas être tous les jours, ça va pas aller tous les jours. Quand ça va pas, on est capable de se poser, de discuter et de trouver des solutions ensemble et de faire changer. Alors que dans certaines relations, comme dans le livre, comme décrite dans le livre, eh bien, c'est pas possible de trouver ce consensus-là, ces solutions-là. Parce que la volonté de l'autre n'est pas justement de trouver des solutions, la volonté de l'autre, c'est de te faire plier. D'accord. Ok. Au-delà de ça, imaginons que la période, je vais dire, de la lune de miel, elle dure longtemps. Oui. Et au final, on décide d'aménager ensemble, bien on se marie. Et maintenant, c'est là que le masque tombe. On fait quoi? Eh bien, en général, il ne va pas tomber facilement, effectivement, le masque. Il va tomber en fonction de ce que lui, il va pouvoir maîtriser. Il va tomber... Si d'abord, vous commencez à flirter, vous commencez à... Il voit à quel point il va te maîtriser, à quel point il va savoir te piloter et de te faire ce que lui veut. Et vous décidez d'aménager ensemble. Vous aménagez. Il va essayer de faire en sorte que, en aménageant, vous soyez bien liés et que tu ne puisses pas t'échapper facilement. Par exemple, le fait de signer un bail ensemble, le fait de pouvoir
acheter un bien ensemble, soit c'est des choses qui sont normales dans, Normal, oui, tout à fait, dans un couple. Oui. Et par contre, lui, ce que lui va chercher, c'est que demain, que tu sois... Alors, ça me fait penser à un livre que j'ai lu qui parle de ferrage. Oui. Qui dit que dans ce type de relation, lui, il va chercher à te ferrer. Donc, te ferrer veut dire t'impliquer sur beaucoup de choses qui vont faire que tu auras du mal à t'enfuir. Donc, le fait d'acheter des choses ensemble, comme un bien immobilier, c'est difficile de partir. Donc, il va essayer tant qu'il n'est pas sûr de t'avoir bien maîtriser, ferrer et t'amener à moins pouvoir t'échapper, il ne va pas faire tomber le masque. Le masque tombera une fois qu'il sera sûr que là, tu peux pas beaucoup t'échapper. D'accord, ouais, c'est vachement minutieux ça. C'est le mot. Bon, et comment on s'en prémunit alors? Alors, on s'en prémunit en faisant de telle sorte de savoir qui on est. Oui. Comment ça nous aide le fait de savoir qui on est? Le fait de se connaître permet de définir ses limites. Ouais. Permet aussi de connaître ses besoins. Permet du coup de se positionner dans la relation de couple en disant à l'autre, ça ne me convient pas, ça j'accepte. Ça permet aussi de dire oui jusqu'à un certain moment et de savoir quand ça ne fonctionne pas et de partir. Donc ça veut dire que si moi j'ai posé mes limites oui. et que je me mets avec quelqu'un, j'estime que bon, nous sommes bien. Oui. Est-ce que par moment il ne faudrait pas revoir ses limites parce qu'on va être bien avec l'autre? Alors les limites, effectivement, il y a des limites sur lesquelles on peut agir et il y a des limites qu'on ne peut pas toucher parce que c'est lié à l'identité de la personne. Parce que si pour moi le respect est indispensable, et puis même c'est normal, il y a des choses qui vont de soi. Et donc il y a des limites qui ne doivent pas quand même bouger. Parce que l'autre est un être à part entière, parce que l'autre a un libre arbitre, a sa façon aussi de voir les choses et qu'il faut respecter. Et donc, ces limites-là, il y a toujours des choses sur lesquelles on peut agir dans le couple pour que ça fonctionne et des choses sur lesquelles, quand même, il est indispensable de laisser à l'autre. Bon, pour revenir à toi, puisque c'est toi qui es en face de moi. Oui. Pour toi, c'est quoi les indispensables dans un mariage qui fonctionne? Ce qui est indispensable dans un mariage, c'est de savoir... c'est une bonne question. C'est une bonne question. Le mariage, on est toujours en co-responsabilité. Et même si je laisse l'autre décider intégralement, il y a quand même ma responsabilité. C'est que je lui laisse décider. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est de savoir prendre ses responsabilités. De savoir, pour un mariage qui fonctionne, chacun doit prendre ses responsabilités. Oui. D'accord. Savoir prendre sa responsabilité et de se dire, je suis avec lui, mais en fait, c'est pas... tout ce que j'accepte, je l'accepte parce que j'ai décidé de l'accepter. Tout ce que je le laisse faire, même si ça ne me convient pas, c'est moi qui ai décidé. À un moment donné, tout ce qui va arriver est de notre responsabilité à tous les deux. Et donc, si je subis des violences, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui fait que, à un moment donné, je suis arrivée dans ce couple, qui fait qu'à un moment donné, je suis face à un homme qui décide tout et qui m'amène vers une direction vers laquelle moi, j'aimerais peut-être pas aller, mais je le suis. Et les conséquences, je vais avoir à les assumer après. D'accord. Mais quand on parle de la notion, par exemple, du sacrifice dans une relation, ça peut être une relation avec son enfant, avec son mari. Pour toi, est-ce qu'il faut se sacrifier pour que le couple fonctionne? Alors, pour moi, le sacrifice n'est bon pour rien. N'est bon dans aucune situation. Et pourtant, vous aimez bien quand les hommes se sacrifient pour vous. Hein. Non. Comment ça, les hommes ne se sacrifient pas pour nous. Ah bon? L'homme, il ne reste pas là où il n'y a pas son intérêt. Oui, mais parfois, son intérêt, pour qu'il ait son intérêt, il se sacrifie. Je m'explique.
On voit des hommes qui... Quand un homme, par exemple, je vais prendre le cas de la guerre. Pourquoi tu prends un cas aussi extrême? Ah, vous avez dit que... Bon, les femmes se sacrifient pour les hommes. Les femmes se sacrifient tout le temps niveau? pour les hommes. À quel niveau? Les femmes se sacrifient pour les hommes. D'abord, la toute première chose, c'est la femme qui quitte sa maison familiale et qui va rejoindre l'homme. La femme, elle quitte Donc, tout est-ce ce que c'est un sacrifice? Alors, on peut ne pas utiliser le mot sacrifice parce que c'est un mot qui est vraiment à l'extrême. Je n'aime pas trop les extrêmes. Parce que quand elle rejoint son homme, elle est contente de le rejoindre. Oui, elle a fait le choix de le rejoindre parce qu'elle a un espoir. Oui, mais c'est pas un sacrifice du coup. Eh bien, c'est toi qui as parlé de sacrifice. Hein. Oui, moi je veux passer les hommes. Tu as dit que c'est un sacrifice. Même dans le Titanic. Oui. Le gars s'est sacrifié. Mais il s'est sacrifié pourquoi? Pour qu'elle puisse vivre. Eh oui. Voilà. Pour qu'elle puisse vivre. Oui. Pour que lui vive avec elle. Mais non, quand il se sacrifie dans le Titanic, il y a l'image comment il y a une brique de glace là. Oui. Ils sont à deux dessus. Du coup, pour qu'elle puisse rester, lui, il se sacrifie. Parce qu'elle, c'est elle qui est sur le truc de glace. Oui. Et lui, c'est lui qui a le corps immergé. Oui. Et c'est lui qui meurt de froid. Oui. Par contre, il se sacrifie pour elle. Oui, par amour. Oui. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas le cas tout le temps. L'homme, en général, dans la vie réelle, parce que le Titanic, c'est un film. Oui, mais ça retrace un peu, c'est un peu romancé, mais ça reflète un peu. C'est pour romancer, ça n'a jamais été... la romance, elle est un peu loin de la réalité. Même quand il y a la guerre, on dit les femmes et les enfants d'abord, les hommes ont dit allez vous battre. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais c'est le cas. Oui, mais les femmes se battent à la maison. On ne va pas comparer les deux quand même. C'est toi qui compares. Je te prends un cas. Moi, j'ai eu une amie, qui est médecin. Oui. Et il y avait justement la guerre en Ukraine. Oui. Mais bien sûr, il se trouve que son mari était médecin. Elle était en couple de médecins. Du coup, son mari, il a dit non. Oui. Moi, je ne peux pas venir. Il fallait choisir. Il a dit bon, allez-y. Quel homme aurait dit moi et pas, il laisse ma femme pendant la guerre? Par contre, il a dit à sa femme, vas-y, moi, je reste. Ah, lui, il est resté... Parce qu'il ne pouvait pas partir tous. On avait besoin de personnes sur place. Il a dit non, toi, vas-y, il y a les enfants, moi, je reste. Lui, un homme qui part, on va dire que c'est un lâche. Attends, je vais te dire. Lui, c'est un homme à choisir. C'est l'homme qui se sacrifie. Tu crois que c'est tous les hommes qui feraient ça? La majorité. Même toi, tu n'y crois pas. Tu t'es rendu compte. On souffre. Ah oui. Bon, bref. Quand on est dans une relation, dis-moi. Hein, oui. Et qu'on se sent qu'on se bat seul. On se bat seul? On est seul à se battre. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. C'est-à-dire, on sent que ça ne va pas. Oui. On est la seule personne à se battre. Dans la relation avec? Avec quelqu'un. À quel moment on part? À quel moment on part? On part quand on a tout essayé et que ça n'a pas fonctionné et qu'on a essayé de discuter avec l'autre et que la discussion n'est pas possible et que ce n'est pas constructif surtout. Quand c'est constructif, on pose, on trouve des solutions, ça fonctionne, on voit le résultat de ce qu'on a fait. Mais pendant des années, quand tu tentes et que toi, tu es en train de t'épuiser, que tu vas vers réellement ta perte et que l'autre n'a pas du tout la perception de ce qui va se passer, enfin ce qui est en train de se passer dans ta vie, là, tu pars. D'accord. Et c'est quoi le conseil que tu donneras aux hommes? Aux hommes? Oui. Pour que ça se passe bien avec leur femme. Pour que leur femme se sente épanouie. Voilà. D'abord, on ne peut pas rendre quelqu'un épanoui. Non, il y a des choses qu'on peut faire. Oui. Pour que vous quand tu vis avec un homme, c'est forcément tu as des attentes. Tout le monde a des attentes, Voilà, effectivement. Qu'est-ce que les hommes devraient faire? Alors, les hommes, alors, je pense que ce n'est pas à moi de leur apprendre ce qu'ils doivent faire. Mais, si je devais parler à ton fils, tu lui dirais quoi? Si je devais parler à mon fils, je lui conseillerais de faire attention à sa femme. Et dans sa façon d'être avec sa femme, de penser au fait qu'il a une sœur. Et de savoir que ce qu'il est en train de faire à cette femme, que c'est quelque chose qu'un autre homme pourrait faire à sa fille demain, et uniquement pouvoir se projeter et se dire, est-ce que j'aimerais que quelqu'un fasse ça à ma fille? Et est-ce que j'aimerais qu'un homme ne respecte pas ma fille, un homme violente ma fille?
un homme insulte ou rabaisse ma fille? Est-ce que j'aimerais qu'un homme isole ma fille de sa famille et l'amène complètement dans quelque chose qui l'amène à se perdre, à se perdre jusqu'à quelque chose de beaucoup plus destructeur? D'accord. Et maintenant, tu dirais quoi à ta fille? Ben, je dirais à ma fille de s'éveiller et de lire mon livre. Dans quel but? Dans le but de comprendre. Quoi? Parce que quand on comprend, on peut s'en sortir. Et donc, dans le but de comprendre qu'il y a des hommes qui sont à éviter. Ok, mais qu'est-ce que tu dis? Oui, il y a des hommes qui sont à éviter, mais qu'est-ce que tu dirais à ta fille pour qu'elle soit bien avec l'homme qu'elle a choisi? Eh bien, que l'homme qu'elle a choisi doit quand même la respecter. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que tout revient tout. Non, qu'est-ce qu'elle devrait faire pour qu'elle soit bien avec l'homme qu'elle a choisi? Alors, ou du moins pour que lui soit bien. Alors, moi je lui dirais qu'elle est une femme, que son foyer repose en partie sur elle et qu'elle a le devoir de prendre soin de sa famille et de son homme. Prendre soin, c'est un grand mot. Ça veut dire quoi, prendre soin? Ah, prendre soin veut dire que elle doit préparer. Elle doit? Elle doit cuisiner. Pourquoi tu parles de la cuisine? Ah ben écoute, on peut commander. Tu as parlé de attention. Oui. Oui, tu as dit que le garçon doit faire attention, oui. Mais moi, tu dois lui dire qu'elle doit cuisiner. Oui, mais l'homme aussi peut cuisiner. C'est un mauvais exemple. Non. Oh, tous les deux peuvent cuisiner. Non, ne dis pas ça. Ah si? Les hommes ont leurs attentes. Eh oui. Voilà. Et maintenant, pourquoi elle ne doit pas cuisiner? Beaucoup d'attentes même. Ah bah, pas plus que les femmes en tout cas. Ok. En tout cas, l'histoire d'hommes et de femmes, là, ça fait beaucoup de bruit, je trouve. Oui. Mais c'est quoi le problème si une femme cuisine pour son mari? Si elle dit que bon, moi, ma mission, c'est cuisiner pour mon mari, le problème à quel niveau? Mais la femme, le fait de cuisiner pour son mari, c'est un bon moyen de lui démontrer son amour. Et le problème alors à quel niveau? Je dis à quel niveau? Oui. C'est au moment où l'homme n'a pas conscience que des fois, la femme est au boulot, rentre tard, et que lui, s'il rentre 16h et que la femme rentre à 19h, que lui, il peut faire chauffer la marmite. Oui, mais des fois. Des fois. Oui, donc, des fois, donc tu vois, on n'est pas... Tu vois, nous, on demande que un peu. Non, mais parce que tu dis que mais pourquoi est-ce qu'elle doit cuisiner, mais lui, il peut cuisiner? Et oui. Oui, de temps en temps. De temps à autre. Voilà, tu vois. De temps en temps. Donc, si l'homme accepte de faire un tiers des choses, ça va fonctionner. Donc, la femme, elle ne va pas demander la moitié. Je ne suis pas de celle qui demande à être au même niveau que l'homme. Dans ma conception de la vie de couple, je suis un petit peu dans la liberté de choisir, ce qui nous convient. Oui. Parce que tu vois, même, je vais même aller loin, je ne sais même pas si on rentre dans ce sujet-là. Vas-y. Je vais parler de la polygamie, par exemple. Ah, tu es pour la polygamie? Non, attends. Commence pas, c'est pas ça. Non. Par exemple, au Sénégal, en ce moment, le sujet de la polygamie est quelque chose de très actuel. Ah, le président a montré l'exemple. Hein? Oui, c'est vrai. Le président, le premier ministre, tous les deux, chacun a 2 femmes. Qui sommes-nous? Et oui, mais alors, ce que je veux dire, c'est que choisir d'être dans un mariage où il y a de la polygamie, et choisir d'être dans un mariage de monogamie dans lequel on vit des violences tous les jours, on est rabaissé tous les jours, on est tabassé par le mari, à choisir, eh ben on dit j'aimerais bien qu'on laisse à la femme le soin de choisir ce qui lui convient. Et puis, si la femme, elle se dit, je suis africaine, j'ai des valeurs africaines, j'ai aussi cette... Ça veut pas dire que je veux pas de polygamie, moi. Faut être généreuse dans la vie. Non. Moi, personnellement, je me suis positionnée sur le sujet. Ouais. C'est pas quelque chose qui me convient. Mais ce que je dis, c'est que aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel uniquement le fait de pouvoir choisir soi-même ce qui nous convient, ce qui est relié à notre être profond, nos besoins, c'est ça qu'il faudrait en fait. Il ne faudrait pas dire non, la polygamie c'est pas bon, non, ceci est pas bon. Donc la liberté de choix
et la liberté de choix de son conjoint avec les conditions qui sont définies ensemble. Donc, on doit choisir ensemble si tous les deux on cuisine ou si c'est juste moi qui cuisine. Mais tant qu'on est d'accord dès le départ là-dessus... C'est qui cuisine? Personne. si on a décidé que c'est tous les jours... La femme qui cuisine? Si on a décidé tous les jours que c'est moi qui fais du tchèp, c'est moi qui fais du yassa, il n'y a pas de souci. Okay. Mais il faut que j'ai, moi, décidé. Il ne faut pas que ce soit l'autre qui me l'impose. Ok. Comment être heureux au travail? Être heureux au travail, ça, c'est un parcours. Ça se construit. Il y a deux façons. Pour moi, le bonheur, l'épanouissement dans la vie, dans le travail, se fait par deux voies différentes. La première voie à laquelle je crois très peu, c'est qu'on ait la chance de tomber sur quelque chose qui nous correspond très rapidement et on est heureux. C'est le travail qu'on a trouvé sans chercher, mais voilà, c'est par hasard. Et on a trouvé le travail qui nous épanouit. Et le deuxième parcours auquel je crois, c'est le parcours de je travaille sur moi, je me fais accompagner et par des personnes qui sont dans ce domaine-là. Je cherche à définir réellement, de la même façon que je choisis mon homme, je choisis vers quel travail je veux aller, le travail qui respecte mes valeurs, le travail qui respecte ma vision, ma façon de voir le monde, ce que j'ai envie d'apporter à la société, ma façon de contribuer. Et donc, une fois que j'ai défini ça, je ne vais pas voir le temps passer quand je travaille. Amen. Et c'est ça le bonheur au travail. Aïe, aïe, aïe. Kadi, on arrive au terme de notre échange. Ta caméra, elle est là. Oui. Tu seras conférencier au week-end de l'écrivain ce 3 mai. Oui. Au Salon de l'Aveyron. Oui. Pourquoi est-ce qu'une personne devrait venir t'écouter? Une personne pourrait venir m'écouter pour entendre ce que je vais lui dire en lien avec mon livre. Je suis une femme qui est épanouie aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été challengée dans l'enfance par de la maltraitance. J'ai été challengée dans le couple par un mariage arrangé. On n'en a pas parlé, mais et après, j'ai choisi l'homme avec lequel je voulais vivre et qui m'a fait aussi vivre des violences conjugales. Et donc, plus de la moitié de ma vie à vivre des violences dans le couple et toute une vie à me conformer à la société, à faire attention à tout ce qu'on me dit, à faire que ce qu'on me dit, ne pas prendre en compte ce que moi j'avais envie à l'intérieur de moi, et donc me perdre dans ça. Et j'ai fini un jour par me réveiller et par dire, par définir ce qui est mieux pour moi, et donc prendre cette voie-là qui m'amène aujourd'hui en face de toi et accomplir tout ça. Donc, j'aimerais que les gens qui m'écoutent se disent qu'un jour c'est possible pour eux aussi de faire leur parcours et de faire face à tous les challenges dont ils ont dans leur vie et de pouvoir s'en sortir. Et donc au week-end de l'écrivain, ce sont les clés que je vais leur donner et je vais leur raconter comment est-ce que ça a pu se faire pour moi. Ok, amen. Bon, Kadi. Oui. On arrive au terme de notre échange. Et j'aimerais juste que tu me répondes par un mot. Un mot? Un mot. Avec toi, c'est compliqué ça. Non, un mot. Je veux un mot. Ok, allez, un mot. Le secret pour être une personne épanouie, en un mot, ça serait quoi pour toi? Choisir. C'est beau ça. Ou décider. Voilà, l'un ou l'autre. Un mot. Un mot, choisir ou décider. Ok. Ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut... Alors, maintenant que j'ai fait du développement personnel... J'ai dit un mot. Ah oui? Oui. Ah, c'est un mot. Là aussi. Valère, tu m'affiches comme ça. Là, je peux amener le joker. Joker!
Joker! Ok. Ah, ça veut dire que les défauts devaient être lourds. Hein? En tout cas, tu sauras pas, j'ai pris le Joker. Ok. Et ta plus grande qualité en un mot, ça serait quoi? Un amour, tu as dit? Un mot, ouais. Ta plus grande qualité. La patience. La patience. Ben écoute, puisque la patience est ta plus grande qualité, Oui. ta caméra, elle est là. Oui. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est je dis merci à Dieu, je dis merci à la vie et je dis à chaque personne qui m'écoute et qui regarde cette vidéo, de la même façon que en ce moment même précis, je sens au niveau de mes tripes que ça vibre. Chacun de nous a quelque chose qui vibre en lui ou en elle. J'aimerais que les gens acceptent de prêter attention à cette étincelle qui vibre en eux et qu'ils essaient de faire confiance en cette étincelle et qu'ils cherchent à arpenter le chemin de la vie en fonction de cette étincelle, c'est-à-dire en fonction de ce qui leur tient à cœur, ce qui est important pour eux dans la vie de tous les jours et d'essayer de faire leur propre chemin, pas celui qu'on leur a donné. Merci. Merci. Bon, l'équipe, c'était Valère Bélias et Kadi Baldé. C'est le podcast de Argent Livre. Et on se donne rendez-vous ce 3 mai pour la 4e édition du week-end de l'écrivain. Ce sera une journée d'impact, d'inspiration, de motivation. Tout ce qu'il y a et on vous mettez dessus, ça passe. Donc, on va te mettre dans le premier commentaire de cette vidéo. Et on se donne rendez-vous au prochain numéro. Minakano. Participez à la 4e édition du week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io.